Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je n'aurais jamais imaginé que la vie puisse basculer comme ça, presque comme si le sol sous mes pieds disparaissait sans prévenir. Quand je regarde en arrière, il me semble que tout s'est passé doucement, sans faire de bruit, et avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà au milieu de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Enfin, je sais comment ça a commencé, mais tu sais quand tu ne veux pas admettre que c'était ta faute depuis le début? Je crois que c'est ce qui est arrivé. Bonjour. Je suis Amélie et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé le jour de l'anniversaire de mon mari Marc. Nous étions ensemble depuis presque 7 ans, menant notre petite vie simple dans un appartement modeste, dans une partie tranquille de la ville. Il travaillait 6 jours par semaine dans un garage, et moi, depuis que j'avais quitté le magasin de vêtements où je travaillais, je faisais des petits boulots en vendant des cosmétiques pour nous aider à payer les factures. Ce n'est pas que nous étions malheureux, loin de là. Mais notre mariage n'était pas exactement de ce que l'on voit dans les films. Nous nous étions habitués l'un à l'autre, et c'était tout. La passion que nous avions au début de notre relation s'était perdue en cours de route, mais la vie continue, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre dans un conte de fées éternellement. Du moins, c'est ce que je pensais. Le jour de la fête, la maison était pleine de monde, il faisait une chaleur écrasante, et j'étais dans la cuisine, en train de finir de frire les beignets que je fais toujours quand nous avons des invités. Le bruit des conversations se mêlait à celui du match de football diffusé à la télévision. Il était tard dans l'après-midi, et tout le monde semblait de bonne humeur, surtout Marc, qui adorait réunir ses amis et sa famille. Après tout, c'était son anniversaire. Ça va, Amélie? La voix de ma belle-sœur, Karine, m'a tiré de mes pensées. Oui, ça va, je termine juste la dernière fournée de beignets, ai-je répondu. Elle m'a regardé avec ce sourire en coin qu'elle arborait toujours quand elle voulait faire des sous-entendus. Tu as l'air fatiguée. Tout va bien avec Marc? J'ai roulé des yeux et haussé les épaules. Tout va bien, Karine. Je suis juste fatiguée de cette chaleur. Je ne peux même pas me plaindre? Elle a ri, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait a attiré notre attention. J'ai jeté un coup d'œil vers le salon, et là il était, oncle Gérard. Grand, avec une confiance naturelle. Ses cheveux étaient complètement gris, mais sa barbe était toujours soigneusement taillée. C'était le frère aîné du père de Marc, et même s'il avait presque 20 ans de plus que nous, il avait ce genre de présence qui fait que tout le monde le remarque en entrant dans une pièce. Pas que j'y avais vraiment fait attention auparavant, du moins, pas de cette façon. « Salut la famille !» lança-t-il avec sa voix grave et enthousiaste, entrant dans la pièce avec un grand sourire. « Je suis là pour mettre un peu de feu à cette fête. » Marc fut le premier à se lever du canapé pour aller le saluer en le prenant dans ses bras, de façon un peu joueuse comme il le faisait toujours. « Oncle Gérard, je pensais que tu n'allais pas venir. Tu sais que ce n'est pas pareil sans toi. » plaisanta Marc, toujours avec son ton taquin. « Tu pensais que je n'allais pas venir? J'avais juste des choses à régler avant, mais je suis là maintenant, non? » répondit Gérard. Je les observais de loin, le torchon à la main, mes cheveux attachés en un chignon désordonné à cause de la chaleur. J'avais croisé Gérard à de nombreuses reprises au fil des années. Il venait toujours aux réunions de famille, mais ce jour-là, quelque chose en lui avait attiré mon attention d'une manière différente. Peut-être que c'était sa façon de rire, si sûr de lui, ou la manière dont ses yeux semblaient s'attarder un peu plus longtemps sur les miens que d'habitude. Bien sûr, c'était de ma faute, j'étais celle qui voyait des choses là où il n'y en avait pas. Après qu'il ait salué tout le monde, j'ai apporté le plateau de beignets dans le salon, en essayant de ne pas paraître dérangée par sa présence, tout en ressentant un étrange frisson dans le ventre. Ridicule, non? On finit par imaginer des choses sans raison. Amélie, ces beignets sont les meilleurs, tu sais ça? Dit Gérard en attrapant un. Allez, oncle, prends-en un, ils sont meilleurs que tout ce que tu trouveras ici, plaisanta Marc. Gérard mordit dans le beignet, ses yeux rencontrant les miens comme s'il testait quelque chose. Franchement, Amélie, ils sont excellents. Tu devrais ouvrir un commerce juste pour tes beignets. J'ai souri maladroitement. Oh, je les fais juste de temps en temps, je ne suis pas si douée. En plus, modeste. Marc est un homme chanceux, ajouta Gérard. Ces mots avaient un poids qui m'a fait détourner rapidement le regard, mais ce commentaire est resté dans ma tête pour le reste de la soirée. J'ai essayé de ne pas y penser, parce qu'après tout, c'était l'oncle de mon mari. Quelle femme aurait des pensées inappropriées à propos de l'oncle de son propre mari? Ce n'était pas normal, ou peut-être que c'était seulement dans ma tête. Je ne savais plus. La soirée a continué, les gens buvaient, riaient, parlaient de sport, les choses habituelles. J'étais occupée à aller et venir entre la cuisine et le salon, ramassant des verres vides,
remettant de l'ordre et essayant de garder la fête en marche. Mais chaque fois que je passais près de Gérard, je sentais son regard sur moi, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Et cela me mettait mal à l'aise d'une manière que je ne pouvais pas vraiment expliquer. À la fin de la soirée, Marc était plutôt saoul, riant fort avec ses amis sur le canapé, tandis que je me retrouvais seule dans la cuisine, lavant la vaisselle, profitant d'un moment de paix. C'est alors que j'ai entendu la porte de la cuisine s'ouvrir. « Tu vas vraiment passer le reste de la soirée à laver la vaisselle, Amélie ?» C'était Gérard. Bien sûr que c'était lui. Mon cœur a sauté un battement, et j'ai immédiatement essayé de garder mon calme. « Il faut bien que quelqu'un mette de l'ordre, non ?» ai-je répondu, concentré sur les verres dans l'évier, sans vraiment le regarder. Il s'est appuyé contre le comptoir, les bras croisés. « Tu ne penses pas qu'il est temps de te détendre un peu ? Tu as l'air stressé, tu t'occupes toujours de tout et de tout le monde. Mais toi, Amélie, qui s'occupe de toi ?» Sa question m'a prise au dépourvu. J'ai levé les yeux vers lui, ne sachant pas quoi dire. C'était comme s'il avait vu quelque chose en moi que je n'avais même pas réalisé. Et la manière dont il parlait, calme, avec ce regard posé, m'a laissé mal à l'aise, incertaine. « Je vais bien, je m'occupe juste de ma maison, c'est tout, ai-je dit. »« Normal ?» Il m'a souri d'un air entendu. « Tu portes plus de poids que tu n'en as besoin, tu sais ? Parfois, c'est bien de lâcher prise, de laisser les autres s'occuper un peu de toi. » Je suis restée silencieuse pendant un moment, le regard fixé sur lui, ne sachant pas quoi dire. Que voulait-il dire par là ? Était-il simplement gentil, ou y avait-il quelque chose de plus ? J'ai essayé de ne pas y penser, mais sa présence, si proche de moi, me troublait. « Je vais juste finir ici, d'accord ? » ai-je dit en retournant à ma vaisselle, essayant de mettre fin à la conversation. « D'accord, Amélie, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit, » répondit-il en quittant la cuisine. Mais le sentiment qu'il avait laissé derrière lui est resté avec moi. Que voulait-il dire par là ? Est-ce que je portais vraiment plus que je ne devais ? La vérité, c'est que depuis que j'avais épousé Marc, la vie avait simplement continué, et je m'y étais habituée. Mais était-ce suffisant ? La fête s'est lentement terminée, les amis sont partis, et la maison est redevenue calme. Marc, complètement ivre, accent aigu roulé sur le lit en quelques minutes, tandis que je restais dans le salon, encore secouée par ma conversation avec Gérard. Je me suis assise sur le canapé, réfléchissant à tout ça. Pensant à lui, ce n'était pas bien, ça ne pouvait pas l'être. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai rêvé de quelqu'un d'autre que mon mari. Les jours suivants ont été étranges. Peu importe combien j'essayais, je n'arrivais pas à sortir Gérard de ma tête. Je me surprenais à penser à lui dans les moments les plus inattendus, en repassant, en préparant le déjeuner, même en étant avec Marc. Ce n'était rien d'explicite, mais ces pensées flottaient dans mon esprit comme une ombre, constamment présente. Et je ne savais pas quoi faire à ce sujet. Après ce jour au marché, c'était comme si une ligne invisible avait été franchie. Je me sentais différente, comme si quelque chose avait changé en moi, mais en même temps, je continuais à prétendre que rien ne s'était passé. Après tout, rien ne s'était vraiment passé, n'est-ce pas ? Ce n'était qu'une promenade, une conversation étrange. Une bêtise que je devais probablement exagérer dans ma tête. Mais plus j'essayais de me convaincre de cela, plus il devenait difficile d'ignorer cette sensation qui m'avait suivie depuis la dernière fois où j'avais vu Gérard. Les jours passaient, et je me retrouvais à penser à lui de plus en plus souvent, même si j'essayais de me concentrer sur Marc, sur notre mariage, sur les choses du quotidien. La vérité, c'est que je vivais en pilote automatique. Tout semblait terne, sans saveur, et je ne savais plus si c'était à cause de moi ou à cause de Marc. Il était toujours le même, partant tôt pour le garage, revenant tard, épuisé, ne voulant rien d'autre que manger et dormir. Ce n'était pas qu'il ne se souciait pas de moi, mais je sentais que nous n'étions plus connectés. C'était comme si nous vivions ensemble, mais étions devenus deux colocataires. Et ce sentiment s'était encore intensifié depuis que Gérard était apparu comme il l'avait fait. Un après-midi, quelques jours après cette rencontre au marché, j'étais à la maison en train de balayer le salon, essayant de me distraire avec n'importe quoi d'autre que Gérard. La télévision était allumée, diffusant une émission quelconque, mais je n'y prêtais pas attention. Soudain, mon téléphone a vibré sur le canapé. Je l'ai pris, pensant que c'était probablement l'une des clientes des cosmétiques qui demandait à propos d'une commande, mais quand j'ai vu le nom sur l'écran, mon cœur a manqué un battement. C'était Gérard. « Salut, Amélie, où es-tu ?» disait le message. J'ai regardé le message sans savoir quoi répondre. Une tornade de pensées m'a envahi. Pourquoi me contactait-il ? Était-il simplement aimable, ou y avait-il autre chose ?
Au fond de moi, je savais qu'il y avait autre chose, mais je continuais à essayer de me convaincre du contraire. J'ai attendu quelques secondes avant de répondre finalement. Je suis à la maison, je fais le ménage. Sa réponse est venue presque immédiatement. Tu veux que je passe te donner un coup de main? J'ai ri pour moi-même, étonné par son audace. Gérard avait toujours été un peu farceur, un peu sans gêne, mais cette fois, le ton semblait différent. Pourtant, j'ai essayé de rester calme. Pas besoin, j'ai tout sous contrôle, ai-je répondu. Mais il n'a pas abandonné aussi facilement. T'es sûr? J'ai rien de prévu aujourd'hui. Je peux au moins te tenir compagnie. J'ai lu ce message, et mon cœur a commencé à battre plus vite. Je savais qu'il me testait, qu'il me provoquait, mais une partie de moi voulait voir jusqu'où cela pourrait aller. D'un autre côté, je savais que ce n'était pas bien. Et si Marc découvrait que je discutais avec son oncle? Mais alors, une pensée m'a traversé l'esprit, il ne remarquerait probablement même pas. Ces derniers temps, il ne faisait plus vraiment attention à moi. Pas besoin, Gérard, mais merci pour l'offre, ai-je répondu. Je pensais que ce serait la fin de la conversation, mais à la place, il m'a laissé encore plus perplexe avec son prochain message. D'accord, mais si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Par là, mais j'ai essayé d'ignorer ce fait. J'ai remis mon téléphone de côté et je suis retournée à ce que je faisais, mais le mal était déjà fait. J'ai passé le reste de la journée avec ce sourire en coin de Gérard gravé dans mon esprit, et avec la manière dont il semblait toujours savoir exactement quoi dire pour me déstabiliser. Les jours ont continué à passer, mais l'atmosphère à la maison était étrange. Marc et moi parlions à peine, et quand il rentrait du travail, c'était toujours la même routine. Il mangeait quelque chose, regardait la télévision et s'effondrait sur le lit. Parfois, il me demandait comment s'était passée ma journée, mais avant même que je puisse répondre, il était déjà distrait par autre chose. Je savais que son travail le fatiguait, mais moi dans tout ça? Où étais-je censé me situer dans tout ça? J'avais l'impression qu'il s'était habitué à moi, comme si j'étais devenue une partie des meubles. Et ça me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Alors, un de ces jours, j'ai décidé de sortir pour marcher un peu. J'avais besoin de respirer, de me vider l'esprit. Je suis allée au petit parc près de chez nous, celui où les habitants du quartier se retrouvent pour jouer au ballon, discuter, ou simplement passer le temps. Ce n'était rien de spécial, mais c'était un endroit tranquille où je pouvais être seule avec mes pensées pendant un moment. Je me suis assise sur un banc à l'ombre d'un arbre, en regardant les enfants jouer à chat perché. La vie continuait, simple et répétitive. Mais pourquoi avais-je l'impression d'être bloquée? J'aimais Marc, bien sûr que je l'aimais, mais l'amour était-il suffisant? Les choses entre nous avaient tellement changé que je ne savais plus vraiment qui j'étais à ses côtés. L'Amélie d'avant, celle qui se sentait vivante, passionnée, semblait s'être perdue en cours de route. Maintenant, je n'étais plus que la femme de Marc, et rien de plus. Alors que je pensais à tout ça, j'ai entendu une voix familière s'approcher. Je n'en reviens pas de te trouver ici toute seule. J'ai tourné la tête, et là, il était à nouveau. Gérard, avec son air décontracté, comme si rien au monde ne pouvait l'ébranler. Il s'est assis à côté de moi sans même demander la permission, affichant ce sourire que je connaissais si bien. Tu fuis la maison? A-t-il plaisanté avec un demi-rire, et j'ai essayé de ne pas lever les yeux au ciel. Je fais juste une petite promenade, Gérard. Parfois, ça fait du bien de sortir pour respirer, ai-je répondu. Il m'a regardé plus sérieusement cette fois, comme s'il essayait de lire dans mes pensées. Je sais ce que tu veux dire. Parfois, on a juste besoin de temps pour réfléchir aux choses. J'ai hoché la tête en signe d'approbation, mais sans rien dire. Il avait raison, et je pense qu'il le savait. La vérité, c'est que je fuyais. Je fuyais ma propre vie. Et toi, que fais-tu ici? Ai-je demandé, essayant de changer de sujet. Rien de spécial, juste une petite balade. Je pâchais dans le coin et je t'ai vu. Rien de spécial, juste une petite balade. Je pâchais dans le coin et je t'ai vu. Il m'a donné ce sourire en coin, celui qui commençait à vraiment me perturber. Je tentais de rester indifférent, mais à l'intérieur, la nervosité grandissait. Sa présence, si proche de moi, me troublait d'une manière que je ne comprenais pas pleinement. Une promenade, hein? Ai-je répondu sarcastiquement, mais sans pouvoir cacher à quel point j'étais déstabilisée par la situation. Il m'a souri à nouveau, un sourire qui semblait tout savoir. Amélie, tu crois vraiment que je ne sais pas ce qui se passe? Tu penses vraiment que je n'ai rien remarqué? Je ne savais pas quoi dire. Il s'est légèrement approché, son visage presque contre le mien, sans toutefois franchir la limite. Je sais que tu y penses, a-t-il dit doucement. Tu penses à des choses auxquelles tu ne devrais probablement pas penser. Mais c'est ça, la vie, non? Parfois,
On ne peut tout simplement pas contrôler ce qui nous traverse l'esprit. Ma respiration s'est accélérée. Je voulais lui dire qu'il avait tort, qu'il n'y avait rien, mais je n'y arrivais pas. Parce qu'il avait raison. Astérisque, j'y pensais astérisque. Je pensais à des choses auxquelles je ne devais pas penser, et il le savait. Peut-être l'avait-il toujours su. Gérard, ai-je commencé à dire, mais ma voix s'est brisée en un murmure. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour te forcer, Amélie. Je veux juste que tu saches que je suis là. Si jamais tu as besoin de parler, d'aide, pour n'importe quoi. Il m'a effleuré l'épaule d'une manière presque innocente, mais j'ai ressenti un frisson qui m'a parcouru tout le corps. Pendant un instant, j'ai pensé à me lever et à partir, mais quelque chose me retenait là. Peut-être était-ce sa manière de parler, cette sensation que pour une fois, quelqu'un me voyait, m'écoutait, ce que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Merci, Gérard, mais je vais bien, vraiment, ai-je menti, essayant plus de me convaincre moi-même que lui. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire, même s'il savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Je sais que tu vas bien. Mais si un jour tu ne l'es plus, je serai là, d'accord ? Il s'est levé lentement, m'a offert un dernier sourire avant de s'éloigner. Je suis restée là, assise sur le banc, le regardant partir sans savoir quoi faire ensuite. Mon esprit était en désordre, et je ne savais plus quoi penser. Les semaines suivantes ont défilé comme dans un brouillard. La routine avec Marc restait la même, mais il y avait désormais une tension dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. Gérard continuait de hanter mes pensées, apparaissant dans les moments les plus inattendus. Et de plus en plus, je m'imaginais à quoi ressemblerait ma vie si elle était différente, si j'avais fait d'autres choix. Un après-midi, alors que je faisais mes courses au supermarché, mon téléphone a vibré de nouveau dans ma poche. Quand j'ai sorti l'appareil, c'était un autre message de Gérard. Tu veux prendre un café cet après-midi ? Je suis restée à fixer l'écran un long moment, ne sachant pas quoi répondre. Une partie de moi voulait dire non, voulait tout arrêter une fois pour toutes. Mais une autre partie, une partie plus forte, voulait dire oui. Je voulais voir jusqu'où cela pourrait aller. J'ai pris une profonde inspiration, et avant de pouvoir changer d'avis, j'ai tapé ma réponse. D'accord. Ou, il a répondu rapidement, comme s'il s'attendait à ce que j'accepte. À ce petit café au coin de ta rue. Dans une demi-heure ? Ça marche ? Ai-je répondu sans trop réfléchir. Je me suis dépêchée de terminer mes courses, le cœur battant la chamade. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai déposé les sacs dans la cuisine et je suis allée directement à la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Ce n'est pas que je voulais l'impressionner, mais, eh bien, je voulais au moins avoir l'air présentable. J'ai passé un coup de brosse dans mes cheveux, mis un peu de rouge à lèvres discret, et je suis sortie avant de changer d'avis. Quand je suis arrivée au café, Gérard était déjà assis à une table près de la fenêtre, une tasse de café devant lui. Il m'a vu entrer et m'a souri, me faisant signe de m'asseoir avec lui. Alors, comme d'habitude, a-t-il plaisanté, me regardant de haut en bas comme il le faisait toujours. Je n'aime pas faire attendre les gens, ai-je répondu avec un sourire en m'asseyant en face de lui. L'atmosphère entre nous était étrange mais confortable à la fois, comme si nous savions tous les deux qu'il y avait quelque chose entre nous, mais qu'aucun de nous ne voulait être le premier à en parler. Nous avons échangé des banalités pendant un moment, parlant du quartier, des choses du quotidien. Mais soudain, il s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux. Amélie, tu n'as pas à te sentir piégée, tu sais. Tu n'as pas à vivre une vie qui ne te rend pas heureuse. Ces paroles m'ont surprise, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Parce que c'était ça, n'est-ce pas ? Au fond de moi, j'étais piégée dans une vie dont je n'étais plus sûre qu'elle me rendait heureuse. Et Gérard le savait mieux que quiconque. Je suis restée silencieuse, en train de tourner ma tasse de café, incapable de soutenir son regard. Quelques jours après cette rencontre, je sortais de chez moi pour aller au marché quand je l'ai vu à nouveau. Cette fois, il était là, appuyé contre sa moto comme s'il m'attendait. Quand il m'a vu, il m'a offert ce sourire qui, je le savais maintenant, me déstabilisait à chaque fois. Salut Amélie, ça va ? Salut Gérard, qu'est-ce que tu fais là ? Ai-je demandé, essayant de rester décontractée, mais sentant la chaleur envahir mon visage. Pas grand-chose, juste à traîner. Tu veux une petite virée jusqu'au marché ? J'aurais dû dire non, j'aurais dû le remercier et continuer à pied comme je le faisais d'habitude. Mais pour une raison ou une autre, mes jambes m'ont trahi, et avant même de m'en rendre compte, j'étais montée derrière lui sur la moto. Et c'est là, accroché à sa taille alors qu'il accélérait dans les rues du quartier, que j'ai senti que les choses allaient changer, sans savoir à quel point. Nous sommes arrivés rapidement au marché, et je suis descendue de la moto en essayant d'agir normalement. Il a enlevé son casque et m'a regardé avec ce sourire taquin. Plus rapide que de marcher, non ?
J'ai ri nerveusement. Oui, c'est sûr. Merci pour la virée. Tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, Amélie. Je suis toujours dans les parages, m'a-t-il dit avant de repartir, me laissant là, devant l'entrée du marché, le cœur battant la chamade et la tête pleine de pensées que je ne voulais pas avoir. Après ce café avec Gérard, mon esprit était plus confus que jamais. Je savais que je ne devais pas, je savais que j'étais en train de marcher sur une pente glissante, mais c'était comme si quelque chose de plus grand que moi m'y poussait. Ce n'était pas seulement Gérard, c'était la vie que je menais, ce sentiment d'être invisible dans mon propre mariage. Je n'étais plus l'Amélie d'avant, et si j'étais honnête avec moi-même, je ne savais même plus quand j'avais cessé de l'être. Ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, Marc n'était pas encore rentré du travail, et j'ai profité du silence pour essayer de réfléchir. Mais le problème, c'est que plus j'y pensais, plus je me sentais m'enfoncer dans ce tourbillon de sentiments confus. Je voulais être une bonne épouse, je voulais faire les choses correctement, mais moi, qui s'occupait de moi? La vérité, c'est que Gérard faisait bouger quelque chose en moi que je ne pouvais plus ignorer, et cela me faisait peur. Parce que je savais que ce n'était pas juste une bêtise, une petite attirance passagère, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose que j'évitais d'affronter. Quand Marc est rentré à la maison, comme d'habitude, il est allé directement prendre une douche, puis s'est effondré sur le canapé, la télévision allumée, parlant de tout et de rien. C'était notre routine. Il parlait, j'écoutais, mais en vérité, nous ne nous disions plus grand-chose. J'ai même essayé d'engager une conversation différente, de lui demander comment s'était passée sa journée, mais ses réponses étaient toujours courtes, mécaniques, et la conversation s'éteignait rapidement. « Tout va bien, mon chéri ?» ai-je demandé, essayant d'ouvrir un dialogue. « Tu sembles un peu silencieux. » Il a haussé les épaules, sans même détourner les yeux de la télévision. « Ouais, ça va, juste fatigué, comme d'hab. » Et voilà, encore une fois, la conversation n'allait nulle part, et je retournais à ce sentiment de solitude, même avec lui à côté de moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message de Gérard. Cette fois, l'invitation n'était pas pour un café innocent. Il m'a proposé que nous nous retrouvions dans un endroit plus discret, dans une ville voisine, loin de notre quartier. L'excuse était de prendre l'air, de sortir de la routine, mais nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Nous savions que c'était un grand pas, un pas trop grand pour être pris à la légère. J'ai passé des heures à regarder ce message sans savoir quoi faire. Une partie de moi voulait l'effacer, faire comme si je ne l'avais jamais reçu, continuer ma vie comme si de rien n'était. Mais l'autre partie, cette partie qui avait été endormie en moi pendant si longtemps, voulait dire oui. Elle voulait voir jusqu'où cela pourrait aller. Finalement, j'ai cédé, peut-être par faiblesse, peut-être par curiosité, ou peut-être parce que j'avais ce besoin de me sentir à nouveau vivante. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ce vendredi matin, je suis sortie de chez moi en disant à Marc que j'allais régler quelques affaires en ville. Sans trop réfléchir, j'ai pris le bus en direction de la ville où Gérard m'avait proposé de le rejoindre. Il était déjà là, m'attendant dans un petit bar discret, dans un coin tranquille. Quand je suis arrivée, il était assis à une table avec ce sourire qui, je le savais maintenant, avait toujours le pouvoir de me désarmer. « Je pensais que tu n'allais pas venir », a-t-il dit alors que je m'asseyais en face de lui. « Je pensais que tu n'allais pas être là non plus », ai-je répondu en riant nerveusement, sentant mes nerfs prendre le dessus. Nous sommes restés là, à échanger des banalités, essayant de faire comme si ce qui se passait était normal, comme si nous n'étions pas sur le point de franchir une ligne. Mais la tension entre nous était palpable. Chaque mot qu'il prononçait, chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais l'air devenir plus lourd. « Tu sais qu'on allait finir par en arriver là, non ?» a-t-il dit soudain, me regardant d'une manière qui a fait battre mon cœur plus vite. « Gérard, on joue avec le feu, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Il a ri, ce rire moqueur qu'il avait toujours quand il pensait que je prenais les choses trop au sérieux. « Amélie, depuis quand tu t'inquiètes pour le feu? La vie, c'est ça. On doit la vivre, ou tu veux continuer à traîner cette vie où tu partages ton quotidien avec un gars qui ne te remarque même plus ?» Ces paroles m'ont frappé de plein fouet, parce que c'était la vérité. Je ne pouvais plus le nier, Marc avait cessé de me voir depuis longtemps. Et d'une certaine manière, j'avais aussi cessé de me voir comme une femme. Notre vie était devenue une boucle sans fin, sans surprise, sans étincelle. Je ne voulais pas l'admettre, mais Gérard était la seule personne qui m'avait fait me sentir à nouveau vivante depuis longtemps. Il le savait, et il en profitait. Je suis restée là, à le regarder, ne sachant pas quoi répondre. Une partie de moi voulait fuir, rentrer chez moi et prétendre que tout cela n'était qu'une erreur. Mais l'autre partie, la plus impulsive,
voulait rester. Elle voulait voir jusqu'où cette histoire pourrait aller. Et à la fin, c'est cette deuxième partie qui l'a emporté. D'accord, Gérard, mais, et maintenant, que proposes-tu? Ai-je demandé, ma voix trahissant ma décision. Il a souri, sachant qu'il m'avait conquise. Faisons un tour. Il y a un endroit tranquille près d'ici où on pourra discuter plus librement. J'ai hoché la tête sans dire un mot de plus. Nous sommes sortis du bar et avons marché jusqu'à un petit parc isolé, presque vide. Nous nous sommes assis sur un banc en silence pendant quelques minutes, en regardant les rares passants. Je savais que je faisais une erreur, je savais que j'avançais sur un chemin sans retour, mais à cet instant, je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. Il a posé sa main sur mon épaule, un geste qui semblait innocent, mais j'ai ressenti tout le poids de ce contact dans tout mon corps. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais différente, Amélie. Dès la première fois que je t'ai vue avec Marc, j'ai su qu'il y avait quelque chose en toi, quelque chose qu'il n'a jamais su apprécier. Je suis restée silencieuse, sentant ces mots entrer en moi comme un doux poison. Ça faisait du bien d'entendre ça, même si c'était mal. Ça faisait du bien de sentir que quelqu'un me voyait à nouveau, que quelqu'un voyait de la valeur en moi. Tu mérites mieux, Amélie. Beaucoup mieux. Et qu'est-ce que c'est, ce mieux que tu penses que je mérite, Gérard? Ai-je demandé d'une voix faible. Il s'est rapproché, ses yeux fixés sur les miens, et a parlé doucement. Ce que tu veux. La vie que tu veux vivre. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter d'avoir peur. Je voulais argumenter, lui dire qu'il avait tort, que je n'avais pas besoin de tout ça, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je vivais dans la peur depuis longtemps, la peur de changer, la peur de prendre des risques, la peur de sortir de ma zone de confort, même si elle était devenue inconfortable. Sa main a glissé le long de mon bras, et je ne l'ai pas repoussée. C'était comme si, à cet instant, le monde entier s'était arrêté. Il n'y avait que nous, assis sur ce banc de parc, comme si le reste de l'univers n'avait plus aucune importance. Tu sais que tout ça, c'est de la folie, non? Ai-je dit, essayant de rester ferme. Et alors? La vie est faite de folie, Amélie. Si on ne prend jamais de risques, on ne saura jamais ce qu'on aurait pu vivre. Je n'avais plus la force de discuter. La vérité, c'est que j'avais déjà cédé, même si je ne voulais pas l'admettre. Autant que j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une phase, qu'une erreur, le sentiment de revivre à nouveau était trop fort pour être ignoré. Nous sommes restés là encore un moment, sans beaucoup parler, seulement en ressentant le poids de ce qui venait de se passer. Je savais qu'à partir de maintenant, les choses allaient être différentes. Je savais qu'à partir de ce moment, ce qui n'avait été qu'une tentation cachée était devenu quelque chose de réel, quelque chose avec lequel j'allais devoir vivre. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir, il m'a regardé d'une manière que je n'oublierai pas de sitôt. On se reverra, Amélie. Ce n'est pas fini. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête et je suis retournée chez moi, essayant de tout assimiler. Quand je suis arrivée, Marc était déjà affalé sur le canapé, regardant la télévision comme d'habitude. Comme toujours, il a à peine levé les yeux pour me regarder. Alors, tu as fait ce que tu avais à faire? A-t-il demandé, sans quitter l'écran des yeux. Oui, c'est réglé. Ai-je répondu. Et c'était vrai, j'avais tout réglé, pas de la manière dont il l'imaginait, mais j'avais réglé les choses. Après ce jour, Gérard a commencé à apparaître plus souvent. Parfois, il m'envoyait des messages, me proposant que nous nous retrouvions encore une fois, et à chaque fois, je cédais. C'était comme si je n'avais plus aucun contrôle sur ce qui se passait. À chaque rencontre, nous nous rapprochions davantage, et la ligne que nous avions franchie s'éloignait de plus en plus. Le pire dans tout ça, c'est que Marc ne remarquait toujours rien. Pour lui, tout était pareil. J'étais toujours là, femme qu'il connaissait, celle qui préparait le déjeuner, qui s'occupait de la maison, toujours là. Mais à l'intérieur, j'étais quelqu'un d'autre. Je le savais, et de plus en plus, je me demandais combien de temps cela allait durer avant que tout ne s'effondre. Gérard, quant à lui, semblait chaque jour plus sûr de lui. Il savait le pouvoir qu'il avait sur moi, savait que j'étais arrivée à un point de non-retour. Et il utilisait cela à son avantage, d'une manière qui me laissait étourdie, perdue. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre cette vie, Amélie. Si tu n'es pas heureuse, laisse tout derrière toi et viens avec moi, me disait-il dans nos conversations. Mais je n'étais pas prête à faire ce pas. J'avais peur, bien sûr, peur de tout quitter et de me retrouver seule. Peur de perdre le peu qu'il me restait, même si je savais que, d'une certaine manière, j'avais déjà perdu une grande partie de moi il y a longtemps. Les jours ont passé, et le poids de mes choix a commencé à m'étouffer. Je savais qu'un jour ou l'autre, Marc découvrirait tout. Je savais que lorsque cela arriverait, notre vie s'effondrerait.
Mais en même temps, je ne pouvais pas arrêter ce qui se passait avec Gérard. C'était comme une drogue, un poison qui me consumait, mais auquel je ne pouvais pas renoncer. Et c'est ainsi que j'ai réalisé que parfois, on se laisse entraîner dans quelque chose que l'on sait vouer à l'échec, simplement parce qu'au fond de nous, ce que l'on veut vraiment, c'est se sentir vivant à nouveau, même si ce n'est que pour un instant. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Et c'est ainsi que j'ai réalisé que parfois, on se laisse entraîner dans quelque chose que l'on sait vouer à l'échec, simplement parce qu'au fond de nous, ce que l'on veut vraiment, c'est se sentir vivant à nouveau, même si ce n'est que pour un instant. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.